En France, nous avons de quoi être fiers. Nos centrales nucléaires sont parmi les plus puissantes et les plus sûres au monde. Dans le domaine de l'armement et de la sécurité, nos entreprises font référence. Quant à nos avions de chasse, ils ont la réputation d'être rapides et très performants. Pourtant, alors que nous sommes à la pointe dans tous ces domaines stratégiques, notre pays a multiplié ces dernières années les défaites dans les grands appels d'offres internationaux. En cause, des arrière-pensées politiques, des désaccords au plus haut niveau de l'État. La période, il y a 40 ans, finalement, où parce qu'on était la France, on pouvait vendre n'importe quoi, c'est terminé. Des rivalités entre grands patrons français. Nous avons le paradoxe de deux entreprises publiques qui n'étaient pas capables de s'entendre pour quelque chose qui était essentiel pour notre commerce extérieur. Et des coups tordus de réseaux parallèles de la République. Je gère toujours ce que j'appelle le caca français. Voilà. Enquête sur une machine à perdre. Le Rafale, un avion de chasse 100% français. Une merveille technologique capable de toutes sortes de missions, interception, mais aussi reconnaissance et frappe nucléaire. Le seul capable de porter 1,5 fois son poids en bombe. Les spécialistes du monde entier sont unanimes, le Rafale est l'un des avions les plus perfectionnés de sa génération. Et tous ceux qui l'ont approché sont sous le charme. C'est un avion fantastique. Moi, j'ai eu la chance de voler à plusieurs reprises sur le Rafale et j'ai pu faire la comparaison, notamment avec les Mirages. C'est vrai que c'est un avion qui a une puissance, qui a une réactivité, qui est beau. C'est un avion qui est tout à fait remarquable, il est très polyvalent. Moi, ce que m'en disent mes amis militaires, c'est qu'effectivement, il a des performances tout à fait exceptionnelles. Le Rafale a été conçu dans les années 80 pour l'armée française. Quand il entre en service en 2002, Dassault espère bien en vendre à l'étranger, avec le même succès que son prédécesseur, le célèbre Mirage, écoulé à 2800 exemplaires dans le monde entier. Pour le Rafale, qui est très cher, c'est une question de rentabilité. Plus on en vendra, plus son prix baissera. Et cela commence plutôt bien. Au début des années 2000, 5 pays se déclarent intéressés par le Rafale. La Corée du Sud, le Canada, les Pays-Bas, l'Arabie Saoudite, Singapour. Au final, pourtant, aucun contrat ne se signe. En 2006, nouvel espoir. Cette fois-ci, c'est le Maroc qui envisage d'acheter une vingtaine de Rafales. Dans ce pays ami, la vente semble gagner d'avance, car la France est le premier partenaire commercial du Maroc. Et en ce printemps 2006, le roi Mohamed VI, très proche de Jacques Chirac, manifeste son intention d'acheter des Rafales. Le roi du Maroc avait dit qu'il souhaitait acheter des avions et que lui, personnellement, il trouvait que le Rafale était un avion qui correspondait bien aux besoins du Maroc. Donc il y avait tout un ensemble qui faisait que ça paraissait difficile qu'on perde. 8 ans plus tard, à Marrakech, je me rends au salon annuel de l'aéronautique civile et militaire. Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, l'armée marocaine y expose ses avions de transport, ses hélicoptères et bien sûr, ses avions de chasse.
Mais là, surprise, pas un seul Rafale à l'horizon. Les Marocains ont finalement acheté des F-16 américains. C'est l'avion le plus sophistiqué de l'armée de l'air marocaine. Donc c'est pas des avions Rafale? Ah ben non, c'est certainement pas les Rafales, c'est ceux qui ont été achetés à la place du Rafale. Et oui, au Maroc aussi, l'avion français a raté sa cible. Pour comprendre pourquoi Mohamed VI, qui voulait une vingtaine de Rafales, n'en a finalement acheté aucun, il faut revenir en 2006. À l'époque, quand ils négocient, les Marocains sont face à deux interlocuteurs. D'un côté, Dassault, le constructeur du Rafale. De l'autre, l'État français représenté par Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Défense. Le pouvoir politique est censé rassurer le client. Sauf qu'en 2006, dès le début de la négociation, il va y avoir un premier couac sur le prix. Le ministère de la Défense propose 18 avions pour une facture totale de 1,8 milliard d'euros. Mais quelques jours plus tard, Dassault fait une autre proposition. Pour les 18 avions, le constructeur réclame 2,5 milliards d'euros. Il y a donc deux prix différents pour le même nombre d'avions. Il y a eu une première proposition de prix qui a été faite, qui était assez basse. Et il y a une deuxième, par le gouvernement français. Il y en a une deuxième qui a été faite par Dassault qui était plus élevée. Autant vous dire que ça passe pas, mais c'est comme si vous, pour une voiture, pour n'importe quoi, ça peut pas passer. Lorsque les Marocains expriment leur incompréhension, la ministre de la Défense appelle immédiatement le constructeur Dassault pour lui demander de baisser son prix. Il est vrai que nous essayons de faire pression sur la maison Dassault, qui elle-même résistait, ce qui est un peu son rôle en la matière. Et il y avait effectivement toute une série de discussions et de négociations qui se faisaient au plan national. Un bras de fer s'engage. Dassault rechigne à baisser son tarif. J'ai formulé plusieurs demandes d'interview au groupe Dassault. Après des mois de discussion, la direction de la communication m'invite à assister à la conférence de presse consacrée aux résultats annuels de l'entreprise. Ce jour-là, l'actuel PDG, Éric Trappier, accepte de répondre brièvement à mes questions. 5 ans après l'échec de la négociation marocaine, il refuse que son groupe soit tenu pour responsable. L'offre de l'État était moins chère, 1,8 milliard si je ne dis pas de bêtises, et vous, 2,5 milliards vous proposez aux Marocains. Il y a une différence notable. Non, il y a une différence. On ne compare pas des choses très comparables, c'est ça qu'il faut dire. On n'a pas comparé des prix fournis par Dassault et fournis par l'État à ISO périmètre. Donc ce sont des choses qui ne se comparent pas. Deuxièmement, si vous voulez, un avion purement français, c'est pas tout à fait un avion marocain. Il y avait des spécificités pour les Marocains qui nous avaient été demandées, qu'on était prêts à faire, donc ça a des coûts supplémentaires. C'est comme quand vous achetez votre voiture, selon que vous prenez la garantie 2 ans ou la garantie 10 ans, vous avez des coûts additionnels ou pas. Selon qui va vous faire la maintenance avec un forfait ou pas, vous avez des coûts différents. Mais est-ce que vous n'avez pas été trop gourmand sur... Non, je ne crois pas. Je vais vous dire pourquoi on n'est pas gourmand. Parce que nous devons, quand nous vendons nos avions, et nous voulons les vendre, croyez-moi qu'on est les premiers à vouloir les vendre parce que ça alimente nos usines de fabrication et donc c'est bon pour notre charge de travail. Mais nous ne pouvons pas vendre à perte. Donc nous gérons notre négociation d'une certaine manière pour être capable de continuer à faire des marges. Mais est-ce qu'il ne fallait pas baisser pour vendre cet avion? Mais peut-être, mais ce n'est pas la négociation des prix qui a fait capoter l'affaire. C'est le financement qui, in fine, a fait capoter l'affaire. Effectivement, début 2007, l'État et Dassault parviennent à harmoniser leurs prix à 2,1 milliards d'euros. Mais ça va coincer sur le mode de financement. Nouveau couac à Paris. Au sein du gouvernement français, il y a deux positions. Michel Alliot-Marie, au ministère de la Défense, propose un crédit aux Marocains.
Mais Thierry Breton, au ministère de l'économie, veut un paiement cash. Le Maroc doit déjà 800 millions d'euros à la France. Pas question de lui prêter un centime de plus. Vous vous heurtez à deux logiques qui sont complètement différentes. C'est-à-dire la logique de Bercy, qui est celle des équilibres financiers, qui est la considération de la dette. Donc on hésite à ouvrir une ligne de crédit supplémentaire à un pays qui est déjà fortement endetté vis-à-vis de la France. Et ma logique, qui était de dire, à la fois pour l'image de la France, mais également pour l'image de l'industrie aéronautique militaire française, il est important qu'il y ait déjà un pays qui va déclencher, ça j'en étais absolument persuadée, l'achat à l'international du Rafale. Donc moi je disais, ça vaut la peine de faire un effort, ça vaut la peine de prendre un risque, et Bercy était plutôt sur la ligne, non, nous allons prudemment, nous faisons jouer le principe prudentiel. Les Français tergiversent. La question atterrit sur le bureau de Jacques Chirac, alors président de la République. Mais nous sommes en avril 2007 et à quelques jours de l'élection présidentielle, l'Élysée refuse de trancher entre Bercy et la Défense. Depuis leur ambassade marocaine située à Rabat, les Américains constructeurs du F-16, célèbre chasseur concurrent du Rafale, vont profiter de la confusion qui règne à Paris pour faire une offre plus intéressante. Alors que le contrat français propose donc 18 Rafales pour 2,1 milliards d'euros à payer cash, les Américains proposent, eux, 24 F-16 pour seulement 1,6 milliard d'euros. C'est presque 2 fois moins cher. Mieux, Washington accorde un crédit presque gratuit et en bonus, une aide au développement. Les Américains vont effectivement compléter les propositions du contrat par d'autres aspects qui vont indiscutablement, même si les Marocains ne le reconnaîtront jamais, vont jouer. Comme par exemple le fait qu'au même moment, le gouvernement américain va débloquer une somme très importante pour alphabétiser les campagnes marocaines. Ça n'a rien à voir avec l'avion, mais ça tombe vraiment au bon moment. C'est aussi une démonstration de la force de frappe, en quelque sorte, notamment financière et diplomatique, que peut représenter les États-Unis et leur façon de faire. Parce que leur façon de faire, c'est d'y aller franco. Épilogue de l'histoire. En 2011, la télévision marocaine annonce fièrement la livraison des F-16 américains. Le F-16 demeure l'avion de chasse le plus utilisé au monde. Plus de 25 pays possèdent cet outil militaire. Pour le Maroc, 20 autres avions de ce type sont attendus pour début 2012. Chez les Américains, il n'y a pas de couac, il n'y en a pas un qui traîne ou autre. Non, non. Ce n'est pas une société qui va négocier. C'est l'Amérique qui négocie. C'est la grande différence avec les Français. Les Français, il y a une société qui négocie, aidée par l'État français. L'Amérique, c'est l'Amérique qui négocie. Et c'est évidemment tout à fait différent. Après ce raté magistral, prise de conscience à Paris. Le bon vieux temps des colonies, c'est fini. La période, il y a 40 ans, finalement, où parce qu'on était la France, on pouvait vendre n'importe quoi, c'est terminé. Et donc, il faut être beaucoup plus, effectivement, à l'écoute de ce qu'attendent les gens, de ce qu'ils attendent sur le plan technique, mais pas simplement sur le plan technique. Après l'échec marocain, suivent d'autres désillusions. Aux Émirats arabes unis et en Suisse. Le Rafale ne se vend pas à l'export, alors l'État français doit payer seul la facture. L'État français, c'est-à-dire nous, les contribuables. Déjà en 1988, l'Express faisait sa une sur le Rafale, gouffre à milliards. En 2006, alors que le programme de Dassault a déjà englouti 35 milliards d'euros, une équipe de Canal+ interroge Serge Dassault. Il préfère botter en touche. Pour lui, le déficit de l'État, c'est la faute des autres. Il faut faire des économies. Il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Il faut éviter et arrêter de donner de l'argent pour ne pas travailler.
Il faut éviter de donner de l'argent, d'emprunter de l'argent pour le donner aux entreprises. On peut pas économiser aussi un peu sur le Rafale? Mais, on ne dépense plus rien sur Rafale. Pourquoi vous parlez de Rafale tout le temps? Ça ne coûte rien, le Rafale, par rapport à ça. Une goutte d'eau. 35 milliards d'euros? Une goutte d'eau, hein? 35 milliards d'euros? Mais en 20 ans, merde, enfin quoi! En 2009, au Brésil, le président Sarkozy est content d'annoncer enfin une bonne nouvelle. Nous avons décidé de conclure un contrat historique, puisque le Brésil a décidé de retenir un avion français, le Rafale. Ça créera des emplois au Brésil et ça créera 6 000 emplois en France. Encore raté. L'effet d'annonce sera sans lendemain. Finalement, le Brésil achètera des avions suédois. Les échecs s'accumulent et pendant ce temps, le Rafale vieillit. Pour le maintenir au top de la technologie, l'État français doit continuer à mettre au pot. Monsieur le Président, en janvier 2014, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, annonce une nouvelle rallonge financière pour Dassault. je vais vous remettre un document qui vaut donc un peu plus d'1 milliard en quelques pages pour manifester cet accord. En 30 ans, le programme Rafale a déjà mobilisé 43 milliards d'euros de financement public. Pour seulement 130 appareils produits. C'est probablement l'avion de chasse le plus cher du monde. En ces temps de crise, comment assumer une telle dépense de l'État à destination d'une société privée? Contacté pendant plusieurs mois, le ministre de la Défense n'a jamais répondu à mes demandes d'interview. Je vais donc à sa rencontre lors d'un discours pour les vœux aux armées. Monsieur le ministre, juste pour Canal+, vous n'avez pas parlé de l'avion Rafale. C'est un enjeu pour demain. Le ministre ne répondra pas aux questions, merci. Vous pouvez pas répondre là-dessus? C'est très gentil. Non, on avait dit pas d'interview, s'il vous plaît, messieurs. Je suis dans une cérémonie de vœux et je prononce des vœux pour les armées. Non, mais c'était juste sur le milliard que vous aviez accordé sur le Rafale. On avait dit que le ministre ne répondait pas. Il n'y a pas d'interview, s'il vous plaît. Je retente ma chance après de nombreux échanges avec le chargé de communication du ministre. Mais les milliards envolés du Rafale, c'est un sujet tabou. Petite question sur le Rafale. Si, mais c'est jamais le moment. Ça fait 2 mois que je demande un rendez-vous à votre conseiller. Il ne me donne jamais de rendez-vous. Petite question. 1 milliard. Vous venez de remettre 1 milliard il y a 1 mois et demi. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. On en est à 40-45 milliards pour cet avion. Ce sont de très beaux avions. Vous devriez... Est-ce qu'il va se vendre? Vous devriez l'utiliser un jour ou l'autre. Est-ce qu'il va se vendre? Il y a des 2 places, je vous le conseille. Ah, répondez-moi. Au Maroc, les négociations sur le Rafale ont révélé une série de cafouillages au plus haut niveau de l'État. Mais il arrive aussi que des entreprises françaises entrent en guerre ouverte alors qu'elles sont censées travailler ensemble. C'est toute l'histoire d'un énorme contrat nucléaire à la fin des années 2000. Tout commence à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. L'émir Ben Zayed Al Nahyan veut acheter 4 réacteurs nucléaires. À la clé, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et il s'adresse à la France. Encore une fois, le client se retrouve face à 2 interlocuteurs. Cette fois, il s'agit de 2 entreprises publiques françaises. EDF, dirigé par Pierre Gadenex, et Areva, dirigé par Anne Lauvergeon. 2 entreprises contrôlées par l'État. Depuis 40 ans, EDF construit et exploite des centrales nucléaires en France et dans le monde. Areva, des solutions pour produire et acheminer. Areva, elle, est spécialisée dans l'extraction de l'uranium et le traitement des déchets radioactifs. Mais surtout, elle fournit le cœur des centrales, le réacteur. C'est l'endroit où est produite l'énergie nucléaire. Dans une voiture, ce serait l'équivalent du moteur. En clair,
Areva est un super sous-traitant d'EDF. Mais dans les années 2000, Anne Lauvergeon, emblématique patronne d'Areva, est ambitieuse. La place du deuxième, ce n'est pas pour elle. Elle rêve de concurrencer EDF en empiétant sur ses plates-bandes, la construction de centrales. Areva a souhaité changer la donne et a proposé à un certain nombre de pays de construire elle-même les centrales complètes. Anne Lauvergeon décide de transformer son entreprise Areva en y ajoutant une dimension de constructeur, parce que la construction de centrales rapporte beaucoup d'argent. Pierre Gadenex n'apprécie pas qu'Areva, son principal fournisseur, veuille le concurrencer. Entre le PDG d'EDF et la patronne d'Areva, la guerre est déclarée. C'est dans ce contexte explosif qu'en janvier 2008, les Émirats lancent leur appel d'offres pour 4 réacteurs nucléaires. Fâché contre Anne Lauvergeon qui veut faire cavalier seul, Pierre Gadenex refuse de répondre à l'appel d'offres. Ce sera sans EDF. De son côté, la patronne d'Areva ne veut pas laisser passer un si beau contrat. Elle décide de démarcher les Émiriens sans EDF. Mais sur place, Areva va se retrouver face à un concurrent plus petit mais bien organisé, les Sud-Coréens. Je me souviens d'une anecdote, il y avait, pour représenter Areva à Abu Dhabi, un ingénieur de 35-40 ans, très brillant, très sympathique, performant à tous égards. Mais les Coréens avaient déployé une centaine de personnes qui étaient là de façon permanente, dirigées par un ingénieur en chef qui avait déjà construit des centrales. Le jeune homme brillant d'Areva en poste à Abu Dhabi, c'est lui, Charles Hufnagel. Aujourd'hui directeur de la communication d'Areva, il conteste la version de Claude Guéant, trop simpliste selon lui. Je me permettrai juste de contester le chiffre d'une centaine, ce qui ne change pas grand-chose. Il n'y avait pas une centaine de Coréens. Enfin, il y a des centaines de Coréens aux Émirats Arabes Unis qui n'étaient pas sur le nucléaire. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait une différence de nombre, quelques Français perdus dans le désert et les Coréens investis dans la plage. Je crois que là, on est un peu dans le domaine du fantasme. C'est ce qui a été écrit partout. C'est ce qui a été dit par certains. Mais j'y étais, je ne me suis pas senti faiblement représenté. Ce que ne sent pas non plus Charles Hufnagel à l'époque, c'est la volonté farouche des Coréens de remporter le marché. Ils ne vont pas hésiter à exploiter toutes les failles d'Areva, même celles survenues loin, très loin des Émirats Arabes Unis. À plus de 4500 km d'Abu Dhabi, la Finlande. Depuis 2005, Areva y construit sans EDF son premier réacteur dernière génération, l'EPR. Super puissant, ultra sécurisé, il résisterait à toutes les catastrophes. C'est justement cet EPR qu'Areva veut vendre aux Émiriens. Problème, le chantier finlandais prend beaucoup de retard et coûte cher, déjà 2 milliards de plus que prévu. Les Coréens vont alors monter un dossier sur les dérapages d'Areva en Finlande et le remettre clé en main aux Émiriens. Les sociétés d'intelligence économique embauchées par les Coréens vont aller en Finlande et là, ils vont apprendre tout ce qui se passe sur l'EPR. Donc, les Coréens vont avoir la liste de tous les problèmes rencontrés par les Français sur l'EPR finlandais, avec les coûts, avec les déclarations des uns ou des autres. Et donc, quand ils vont négocier le contrat avec les gens d'Abu Dhabi, enfin les Émiratis, ils vont dire « Est-ce que vous avez fait attention, vous savez, les Français, voilà ce qui s'est passé en Finlande ». Les déboires de l'EPR d'Areva en Finlande inquiètent les Émiriens. Ils posent donc leurs conditions. La présence d'EDF dans l'équipe de France. Les demandeurs, eux, disent « Nous, on sait que les opérateurs les meilleurs, les plus qualifiés au niveau mondial, c'est les Français d'EDF, donc on veut voir les Français d'EDF dans le coup. » Et donc Areva est obligé en cours de route de prendre en compte cette demande, parce que sinon, ils n'y arriveront pas. Pour Areva, c'est un désaveu. La tentative d'émancipation n'a pas vraiment fonctionné. 5 ans après,
le successeur d'Anne Lauvergeon à la tête d'Areva le reconnaît. Les Émiriens nous disent nous voulons EDF parce que nous voulons en particulier, comme nous démarrons des nouvelles centrales, nous n'avons pas cette expérience, nous voulons un exploitant très fort qui a cette expérience, si vous voulez. C'est ça, c'est ça le message qui a été envoyé par les Émiriens. C'est ça le message qui est envoyé aussi par d'autres clients. Est-ce que vous prenez cette demande comme un camouflet pour l'entreprise Areva? On vous dit vous n'êtes pas capable tout seul de faire cette centrale nucléaire, ce projet. Moi, si vous voulez, je crois qu'il faut être très pragmatique par rapport aux demandes des clients. Il y a des clients qui demandent très clairement qu'il y ait un exploitant qui ait un rôle très fort dans l'offre. Et à ce moment-là, c'est naturellement à EDF de prendre le lead, d'être le leader, si vous voulez, de cette offre. Anne Lauvergeon n'a plus le choix. Aux Émirats, elle ne peut plus faire cavalier seule. Malheureusement, EDF refuse toujours de se joindre à l'appel d'offres. Pire, en coulisses, les responsables d'EDF vont torpiller l'EPR d'Areva. Ils le trouvent trop sécurisé et surtout beaucoup trop cher. Jean-Pierre Bachmann, syndicaliste chez Areva, se souvient de cette ambiance délétère. EDF dit qu'il ne croit pas en l'EPR et déclare que ce n'est pas un réacteur adapté, etc., que son niveau de sécurité, finalement, est trop important et qu'on peut se satisfaire d'un produit plus simple, plus basique et moins technologique. Donc finalement, ça concourt à enlever de l'intérêt au réacteur EPR. De la part du client, enfin à pousser le client vers un autre choix. Pousser le client vers un autre choix, voilà, tout simplement. La guerre EDF-Areva n'échappe pas aux clients émiriens. Cet homme de l'ombre, spécialiste des grands contrats internationaux, travaillait à Abu Dhabi à l'époque. Nos interlocuteurs ne comprenaient pas pourquoi Areva et EDF ne travaillaient pas ensemble. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas une filière nucléaire unique de ces deux acteurs qui ont vocation, qui sont parfaitement complémentaires? Pour eux, c'était incompréhensible. Nous avons le paradoxe de deux entreprises publiques, et une grande majorité de capitaux publics qui n'étaient pas capables de s'entendre pour quelque chose qui était essentiel pour notre commerce extérieur et pour l'emploi et pour la réputation de la technologie française. Aux Émirats, les négociations stagnent. Alors, en avril 2009, plus d'un an après le lancement de l'appel d'offres, le président de la République Nicolas Sarkozy et son secrétaire général Claude Guéant tentent de rabibocher les deux entreprises. Ils croient encore pouvoir éviter un désastre. Les relations étaient mauvaises entre Pierre Dadonex et Anne Lauvergeon, ou entre EDF et Areva, si on veut essayer de dépersonnaliser les choses. Et je me souviens que pour remettre à bord, dans cette tentative désespérée que les pouvoirs publics ont conduite pendant un an pour arriver à proposer un produit performant sur le plan des prix et de la réalisation, eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à remettre Pierre Dadonex à bord. Et j'ai moi-même fait plusieurs voyages là-bas, des délégations émiratis sont venus ici pour essayer d'arranger les choses. C'était un dossier qui était mal engagé. Novembre 2009, les deux entreprises françaises finissent par s'accorder. EDF et Areva acceptent de construire ensemble les 4 réacteurs pour un montant tenu secret qui avoisinerait au moins les 25 milliards de dollars. Mais c'est trop tard et trop cher. Les Coréens proposent les 4 réacteurs pour 20 milliards de dollars. Même un émirat aussi riche que celui d'Abu Dhabi, contrairement à l'image que l'on peut s'en faire, il compte ses sous, il fait attention à sa dépense, parce qu'il a beaucoup de besoins à satisfaire. On avait un concurrent, en l'occurrence la Corée, qui était très agressif commercialement, qui était prêt à faire des sacrifices très forts pour gagner ce qu'on appelle une référence, ce premier grand contrat export que les Coréens voulaient avoir à l'étranger. Noël 2009. Les Coréens, pourtant moins expérimentés que les Français, remportent le match. En laissant filer ce contrat, les Français ont sacrifié 6000 emplois. Quelles leçons ont tiré les principaux acteurs du dossier? À l'occasion d'une conférence de presse, j'interroge Anne Lauvergeon. Elle donne sa version de l'histoire en rejetant la faute sur EDF.
Comment vous expliquez le fait que l'équipe de France n'ait pas réussi à se mettre d'accord et donc ait perdu un contrat énorme? Je vais vous expliquer très simplement les choses sur Abu Dhabi. On va redémarrer un tout petit peu le film, brièvement. Personne ne s'attendait, il y a 10 ans, à ce que certains pays du Golfe s'intéressent à du nucléaire civil. Bon, c'est le cas d'Abu Dhabi, on le sait très en amont. Et effectivement, je vais voir EDF, le président d'EDF, qui était Pierre Gadonex, en lui disant, ben voilà, Abu Dhabi veut du nucléaire civil, est-ce qu'on a besoin d'EDF? Nous, on est fournisseur de réacteurs, mais on n'est pas opérateur. Donc on a besoin, est-ce que tu viendrais avec nous? La réponse est non, de toute façon, Abu Dhabi ne fera pas de nucléaire. J'ai aussi sollicité Pierre Gadonex, aujourd'hui à la retraite. Il n'a répondu à aucun de mes courriels. Ce jour-là, il participe à une réunion sur la transition énergétique. Un membre de notre équipe en profite pour l'interroger. L'ancien PDG d'EDF semble avoir perdu la mémoire. Monsieur Gadonex, quand vous étiez PDG d'EDF, vous avez décidé de ne pas vous intéresser à un contrat de 20 milliards d'euros avec les Émirats Arabes Unis pour 4 réacteurs nucléaires. C'est vraiment pas le sujet ici. Pourquoi ce choix? C'est pas le sujet. Les Émiriens voulaient travailler avec EDF pourtant, mais vous ne considériez pas cette région comme une priorité stratégique? C'est bien cela? Bien plus du tout. Est-ce que c'est les rivalités entre EDF et Areva qui ont posé problème sur ce contrat? Monsieur Gadonex, juste 2 minutes, on vous a envoyé beaucoup d'emails sur cette question. Non, mais je m'en souviens plus du tout. Quand même, vous étiez la tête d'EDF à l'époque. Oui, mais on n'était pas sur ce contrat-là. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? On était en Angleterre, on était en Chine, je me souviens. Abu Dhabi, pas du tout, je me souviens pas. Mais pour vous, les Émirats Arabes Unis n'étaient pas une priorité stratégique? Oh si, moi je trouve que c'est très intéressant, si. Et aujourd'hui, je pense que le Moyen-Orient a des perspectives colossales. Non, et pourquoi vous n'êtes pas allé sur ce contrat alors? Je pense qu'on ne nous avait pas sollicité, hein, je pense pas. Si. Les Émiriens voulaient travailler avec vous. On a le sentiment que vous avez fait marche en arrière et que vous ne vouliez pas de ce contrat. Je ne me souviens pas. Ils ne voulaient pas travailler avec vous? Je ne les ai jamais vus, donc je ne peux pas vous dire. Moi, je ne les ai jamais vus. Jamais vus. Dans cette affaire, aucun des deux acteurs français ne se sent donc responsable du désastre. Aujourd'hui, Luc Courcel, le nouveau patron d'Areva, l'admet. À Abu Dhabi, les Français se sont tirés une balle dans le pied. Vous ne pouvez pas, pour quelque entreprise que ce soit, vous ne pouvez pas être en conflit ou en tension avec votre principal client. Ce qui était le cas quand vous êtes arrivé? Ce qui était le cas. Bon, pour un certain nombre, pour des tas de raisons, à la limite, peu importe ces raisons, mais votre responsabilité de chef d'entreprise pour le bien de votre entreprise à ce moment-là, c'est évidemment de rétablir des bonnes relations. En France, il arrive que les grands contrats capotent pour des raisons encore moins avouables. La chasse aux commissions versées lors de la signature des grandes ventes militaires et stratégiques. À la manœuvre, des réseaux occultes de la République, des intermédiaires mandatés par le pouvoir. Notre dernière histoire est celle d'une guerre de clans au plus haut niveau de l'État. Entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, les deux ennemis jurés de la droite française. Tout commence en 1986, en Arabie Saoudite. Le prince Naïef, puissant ministre de l'Intérieur, veut sécuriser les frontières du royaume. Il fait appel à la France. Thomson conçoit un ambitieux dispositif. Sur 8000 km de frontières maritimes et terrestres, des radars, des outils de télécommunication, des bateaux, des hélicoptères et des avions de reconnaissance. Nom de ce programme à 7 milliards d'euros, Mixa. Il y a un enjeu d'emploi, il y a des relations internationales, parce qu'autant vous dire que si jamais vous signez un contrat comme ça, rien qu'avec les pièces de maintenance, les pièces de rechange, les missions qu'il y aura à faire, bon, ça va pendant 10, 15 ou 20 ans, ça va vous assurer
tout un courant d'affaires, et donc de bonnes relations avec le pays dans lequel vous êtes, parce que vous n'allez pas vous brouiller avec le pays qui dépend de vous sur la sécurité de ses frontières. Donc il y a tout un ensemble, si vous voulez, il y a un ensemble politique, il y a un ensemble économique, il y a quantité de choses. Pour négocier, l'administration du prince Naïef est en contact avec le ministère de l'Intérieur français. Mais dans un premier temps, les discussions piétinent. Tout va changer en 2002 avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Il veut décrocher le contrat, et vite. Les sarkozystes mandatent un intermédiaire, Ziad Takieddine, pour négocier avec les Saoudiens. Ziad Takieddine est un homme d'affaires libanais qui est déjà intervenu dans de grands contrats stratégiques français. En quelques semaines, il parvient à finaliser le contrat Mixa. J'ai commencé la discussion sur ce contrat avec les équipes du ministre de l'Intérieur, ici et là-bas, les deux, initialisé en octobre 2003. En janvier 2004, octobre, novembre, décembre, inclus les fêtes de Noël, etc. 1, 2, 3, 4. 4 mois. C'est le record. Un contrat dans les tiroirs de 11 années, etc. 4 mois. Prêt à être signé. Une date est fixée. Le 27 février 2004. Nicolas Sarkozy en personne doit faire le déplacement en Arabie Saoudite pour officialiser la vente avec le prince Naïef. Mais quelqu'un va rentrer dans le jeu et tout bloquer. Jacques Chirac, le président de la République. À l'époque, les Chiraciens à l'Élysée et les sarkozystes à l'intérieur se livrent une guerre sans merci. Le président est persuadé qu'une partie de l'argent saoudien pourrait servir à financer illégalement la future campagne présidentielle de son ministre de l'Intérieur. Pourquoi un tel soupçon? À cause de Ziad Takieddine, l'intermédiaire du clan Sarkozy. Un homme controversé suspecté d'avoir déjà financé de manière occulte la campagne d'Édouard Balladur en 1995. Jacques Chirac, quelques jours avant le départ de Nicolas Sarkozy en Arabie Saoudite pour la signature de Mixa, décide de saborder la transaction. L'un des collaborateurs de l'ex-président nous le confirme aujourd'hui de façon anonyme. Chirac a appelé Sarkozy. Évidemment. Vous vous rendez compte, il lui dit je ne veux pas que tu t'occupes de ça, il y a trop d'argent en jeu, tu vas transmettre ça, tu n'as plus rien à foutre là-dedans, il faut le faire comme un contrat d'État normal, sauf que c'était surtout pour lui couper les vivres pour la présidentielle qui arrivait. Parce qu'il pensait que Nicolas Sarkozy allait prendre l'argent pour sa campagne. Mais enfin, mais bien sûr. Donc j'ai dû partir tout seul. Parce que je ne veux pas expliquer au prince Naïef que le président de la République a interdit à M. Sarkozy d'aller là-bas. Donc j'ai inventé une situation où j'ai dit que, empêchement de dernière minute, M. Sarkozy ne peut pas venir. Pour des raisons de sécurité en France. Je gère toujours ce que j'appelle le caca français. Voilà. Voilà. Ça, c'est un autre modèle de caca français. À l'époque, Claude Guéant était le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Et il suivait le dossier de très près. Il dément l'existence de commissions occultes. Je vais vous dire une chose, c'est que j'avais bien pris soin que dans le montage financier, il n'y ait aucune possibilité de soupçon, ni même aucune possibilité matérielle de financement de ce type. Tout cela avec, évidemment, l'entier accord de Nicolas Sarkozy. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de commission qui était prévue sur le dossier Mixa? Non. En 2011, la justice a mis la main sur un étrange document. Un échéancier de paiement évoquant le contrat Mixa. Le total à verser par l'Arabie Saoudite est de 7 milliards d'euros en plusieurs tranches. Et à chaque paiement, un versement de 5% est prévu. 50 millions d'euros.
Les juges suspectent des commissions occultes. Je présente ce document à Claude Guéant. Là, il y a cet échéancier, là, ce document, qui montre qu'il y a, 350 millions. Je sais pas parce que 350 millions sur 7 milliards. Écoutez, ce que je vois, c'est que rien n'est signé là. Vous me donnez un document qui n'est pas signé. Ce que je peux vous dire de façon absolument catégorique, c'est que était absolument exclu dans les mécanismes qui ont été imaginés entre les Saoudiens et nous, la possibilité de quelque commission que ce soit. Selon l'échéancier, des commissions étaient pourtant bel et bien prévues. Elles devaient même être envoyées dans une société offshore, Blue Planet Limited, installée à Gibraltar, un paradis fiscal. Et selon Mediapart, qui a rendu public le document, la société Blue Planet Limited appartiendrait à Ziad Takieddine. Mais l'intermédiaire dément tout en bloc. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut me montrer, est-ce que vous êtes capable de me montrer, que le contrat Mixa, tel que moi, je l'ai initié, avec mon accord que j'ai vu, où il n'y avait rien de ceci. Rien. Rien de ceci. Non mais ça, Blue Planet Limited, c'est une de vos sociétés. Excusez-moi, là aussi, je vais vous dire une chose, très clairement. Arrêtez les allégations. Vous dites ce document, qui est quand même un document sur lequel on voit quand même qu'il y a 350 millions de commissions sur un contrat à 7 milliards. Moi, je peux vous donner un papier, monsieur. Je peux vous donner un papier dans lequel je peux vous dire il y a 700 millions, il y a 1 milliard, il y a 2. Donc ça, c'est pas des commissions pour vous? Du tout. Mais du tout. Ça, c'est un papier chiffon de toilette. De toilettes, il vaut ce qu'il vaut. Il vaut les toilettes. Il vaut les toilettes de ceux qui vous l'ont donné. C'est tout. En février 2004, après avoir empêché Nicolas Sarkozy de s'envoler vers l'Arabie Saoudite, Jacques Chirac veut récupérer le dossier Mixa. Il envoie des émissaires négocier au ministère de l'Intérieur. Claude Guéant les reçoit. 3 réunions au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? 3 samedis de suite. Ce sont les réunions de transmission du dossier. Parce que nous, on est loyaux, on nous retire le dossier, mais on communique, bien entendu, à ceux qui héritent de sa gestion, tous les éléments que nous avons. Ça va de soi. L'Élysée exige aussi de changer de négociateur. Pour remplacer Ziad Takieddine, l'homme des sarkozystes, il pousse son intermédiaire à lui, Alexandre Djouri. Alexandre Djouri, un homme de l'ombre. Il n'a jamais accepté d'être filmé par la télévision et n'a pas souhaité me rencontrer. Proche de Dominique de Villepin, résident en Suisse, Monsieur Alexandre, comme l'appellent certains, est spécialisé lui aussi dans la négociation de grands contrats français d'exportation. Takieddine a été sorti du système et on a vu arriver Alexandre Djouri comme intermédiaire. Enfin, alors lui, il ne veut pas qu'on appelle intermédiaire, mais comme peu importe, comme on a vu arriver Alexandre Djouri dans le circuit, et on est reparti pour une autre négociation. En janvier 2005, selon Takieddine, Djouri lui aurait donné rendez-vous sur les bords du lac de Genève. L'intermédiaire sarkozyste se souvient très bien de ce dîner avec son homologue chiracien. Donc je me retrouve tout seul avec M. Djouri à l'hôtel du Rhône, devant moi, une bouteille de vin pour m'impressionner qui s'appelle Château Latour 1961. Moi qui adore le vin, j'ai dit non, je ne bois pas de vin. Excuse-moi, je ne bois pas de vin. Takieddine refuse d'aider Djouri qui appelle alors l'Élysée. Il a appelé Jacques Chirac devant moi 2 fois en l'appelant Jacques pour lui dire qu'il était avec Zorro, moi, et que Zorro leur créait des difficultés parce que je ne voulais rien faire avec lui. Il me dénonçait auprès de Chirac.
Et ça m'a fait tellement peur que j'ai commencé à trembler à table. Ah, qu'est-ce que Chirac va me faire là? Ah. Je vous sens un peu ironique. Hein? Je vous sens un peu ironique, là. Pas un peu, beaucoup ironique. Rien à foutre de Chirac. Ok, continue. Alexandre Djouri a formellement démenti l'existence de ce rendez-vous à Genève. En Arabie Saoudite, le prince Naïef n'a pas apprécié le changement d'intermédiaire. Excédé par tous les atermoiements français, Naïef lance un appel d'offres international pour la protection de ses frontières. En 2009, les Allemands de ADS décrochent le contrat pourtant promis aux Français 6 ans plus tôt. Bilan de l'incroyable bras de fer entre deux anciens présidents de la République française, 7 milliards d'euros partis en fumée et 7000 emplois volatilisés. Mixa, nucléaire, Rafale. Dans tous ces dossiers, les arrière-pensées politiques ont faussé le jeu. Rien que pour ces 3 ratages, le manque à gagner se chiffre à 25 milliards d'euros. Le prix de l'ego et des règlements de compte. Et tant pis pour l'intérêt général.